Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire en français. Je suis Jérôme Gégère, VP des ventes pour Coface au Québec et j'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation de Ruben Nizar, notre économiste pour l'Amérique du Nord. Ruben partagera dans quelques minutes avec nous des informations actualisées concernant l'impact économique de la pandémie de Covid-19 à l'échelle mondiale et plus spécifiquement pour les États-Unis et le Canada. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais passer en revue quelques détails techniques afin que vous sachiez comment participer à l'événement d'aujourd'hui. Nous avons pris une capture d'écran que vous pouvez voir actuellement et vous devez pouvoir voir quelque chose de similaire sur votre ordinateur en haut à droite. Par défaut, vous écoutez via le système de haut-parleur de votre ordinateur. Si jamais vous préférez, vous pouvez nous joindre par téléphone. Sélectionnez simplement téléphone dans le volet audio et les informations de connexion apparaîtront. Vous aurez également la possibilité de poser des questions puisque nous aurons une partie questions-réponses. Pour poser ces questions, très simple, vous allez dans l'onglet questions qui est dans le panneau de commande. Vous pouvez envoyer vos questions à tout moment pendant la présentation. Nous les collecterons et les aborderons lors de la session questions-réponses à la fin de la présentation de Ruben. Pour ne pas vous prendre trop de temps, je vais de suite laisser la parole à notre directeur général, Benoît Urbain. Benoît, comme vous le savez probablement, a une longue carrière et expérience. Il a d'abord travaillé pour American Express pendant plus d'une dizaine d'années et a rejoint Coface en 2014 où il a exercé diverses hautes fonctions, notamment en Europe de l'Ouest, pardon, avant de nous rejoindre justement en Amérique du Nord et plus précisément au Canada au mois de septembre de l'année passée. Et depuis, il dirige Coface Canada. Donc, je laisse la parole à Benoît qui va vous faire une présentation de Coface et Coface Canada. Ouais, merci Jérôme. Bonjour à tous. Je suis ravi d'introduire ce webinaire en français. Je vois le nombre de participants augmente aux mesures que nous démarrons cette présentation. Vous êtes environ une trentaine déjà à participer à ce webinaire. Donc merci à nos clients, partenaires, banquiers, courtiers qui ont pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et de laisser la parole à Ruben, deux mots à propos de Coface. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc notre métier depuis maintenant plus de 70 ans, c'est d'accompagner nos clients, quelle que soit leur taille, leur activité, dans leur business, en les protégeant contre le risque de non-paiement. À l'instant où nous parlons, nous prenons des risques sur environ 3,5 millions d'entreprises dans 200 pays dans le monde, pour environ 500 milliards d'expositions. Alors, vous allez me dire comment on fait ça, comment on gère ça? Mais tout d'abord, on s'appuie sur une infrastructure très puissante, beaucoup de nouvelles technologies qui nous permettent de gérer une base d'informations sur environ 70 millions d'entreprises et qui combine l'expertise de nos équipes de la recherche économique. On va en avoir un exemple aujourd'hui avec l'intervention de Ruben, nos analystes, et enfin, nos arbitres qui prennent des décisions de risque, de crédit. En moyenne, ils prennent 10 000 décisions de crédit par jour. Plus spécifiquement, donc au Canada, je pense que c'est important de repréciser qui nous sommes au Canada. On est présent en fait sur le territoire depuis 20 ans maintenant, avec 2 bureaux à Toronto et à Montréal, où on accompagne donc au quotidien environ 1200 clients, à la fois sur ce qu'on appelle le marché domestique et aussi sur l'international. Et là, de la même manière, sur tous les segments, à la fois PME, ETI, institutions financières et ce qu'on appelle les grands clients, les grands comptes. En termes de distribution, on s'appuie sur nos partenaires courtiers. On a aussi quelques clients en ce qu'on appelle en approche directe. Et comme vous le savez, on bénéficie aussi d'un partenariat de distribution qui est historique et qui est exclusif avec EDC sur le marché domestique. Plus spécifiquement sur la région Québec, ces derniers temps, donc comme Jérôme le précisait, moi je suis arrivé au Canada en septembre dernier, donc on a investi plus particulièrement sur cette région du Québec avec d'une part on a pris possession de nouveaux locaux qui sont beaucoup plus fonctionnels, qui sont,
je vais dire, beaucoup plus adapté aux besoins qu'on en avait. On a recruté plusieurs collaborateurs totalement bilingues, dont plusieurs sont français. Jérôme en fait partie, mais on a d'autres personnes qui nous ont rejoints et qui nous permet aujourd'hui de bien adresser le marché québécois, qui est une région qui est stratégique pour nous. Alors, pour revenir au sujet du webinaire, d'un choc massif à une reprise différenciée, nous allons le voir dans le détail avec l'intervention de Ruben, mais si l'ensemble des économies ont été touchées par cette crise sanitaire, l'ampleur du choc a été assez différente d'un pays à un autre, d'un secteur d'activité à un autre. On pourrait dire que les industries qui étaient déjà en difficulté avant la crise se retrouvent bien évidemment les plus fragilisées. Je pense notamment au secteur, notamment en Amérique du Nord, de l'habillement, ce qu'on appelle le textile retail dans nos régions, la distribution, textile retail, donc la distribution, le secteur du bois, qui était déjà sous pression avant et qui se retrouve encore plus fragilisé, et enfin l'automobile. Donc j'allais dire de la même manière, il est très probable que la reprise suivra cette même logique avec des pays et des secteurs qui rebondiront plus vite que d'autres. Mais il apparaît évident que quelle que soit l'ampleur de la reprise, et même si les indicateurs macro afficheront probablement des bons chiffres dans les mois qui viennent, les impacts micro vont être très différents. Avec notamment un indicateur que nous suivons très près chez Coface, qui est l'augmentation des défaillances. Vous allez le voir dans la présentation, nous nous attendons à une forte hausse des défaillances, avec comme exemple la première économie mondiale qui verra ses défaillances augmenter très, très sensiblement. Donc voilà pour l'introduction. Je vous rejoindrai pour la seconde partie de la présentation pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Mais je laisse la parole à Julien qui va rentrer en détail dans cette présentation. Merci Benoît pour cette introduction. Moi, je vais vous présenter Ruben, qui est notre économiste pour l'Amérique du Nord, comme je vous l'ai dit. Ruben a rejoint Coface en 2016 avec la direction de la recherche économique du groupe situé en France. Il a été responsable de l'analyse des risques pays de Coface, notamment en Afrique, et a contribué à l'analyse du marché pétrolier et de l'indice des risques politiques, avant d'être nommé à son poste actuel, basé à Toronto, il y a quelques mois. Ruben est titulaire d'un master en économie et affaires de sciences politiques Paris. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, c'est une université de recherche internationale qui se classe au niveau mondial parmi les meilleures institutions en sciences sociales. Donc, nous sommes très chanceux et heureux d'avoir Ruben parmi nous. Mesdames et messieurs, je vous laisse écouter la présentation de Ruben Nizar. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de nous rejoindre pour ce webinaire en français. C'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous cet après-midi pour vous présenter le scénario de Coface pour l'économie mondiale, puis un focus plus spécifique sur les marchés d'intérêt pour le Canada et le Québec. Donc, si nous pouvons débuter cette présentation avec le premier slide qui vous montrera notre carte des risques pays, des évaluations pays, qui est une évaluation que nous revoyons tous les trimestres et que nous attribuons à chaque pays d'un niveau de A1 très faible à E, un risque très élevé, et qui évalue en se basant sur des données macroéconomiques, sur des données financières, sur des données microéconomiques, mais aussi sur notre expérience de paiement et sur des indicateurs politiques, un indicateur de défaut des entreprises dans chaque pays. Il s'agit à ce titre d'un indicateur assez différent des notes souveraines que vous pouvez connaître des agences de notation, puisqu'il s'agit ici d'un indicateur qui cherche à estimer la probabilité de défaut dans chaque pays dans les 6 prochains mois, tandis que les notes des agences de notation, elles, regardent plus spécifiquement la question de la solvabilité des dettes publiques. Donc, c'est vraiment un indicateur clé qui entre dans
dans notre analyse chez COFAS. Et cette carte est assez intéressante car elle présente également, donc c'est celle qui a été publiée au début du mois de juin, et elle présente également les dernières évolutions de ces évaluations. Et comme vous pouvez le voir avec toutes ces petites lettres grisées, nous avons opéré au total dans les 162 pays que nous analysons plus de 70 déclassements. 70 déclassements qui démontrent deux choses. Premièrement, l'impact du choc Covid-19 et deuxièmement, le caractère réellement global de cette crise qui a touché le monde avec la pandémie de Covid-19. Si nous pouvons passer au slide suivant, nous verrons qu'à ce titre, nous prévoyons pour l'économie mondiale la pire récession globale depuis la Seconde Guerre mondiale, avec une croissance économique qui se contracterait de 4,4% en 2020, soit un niveau bien plus faible que celui que la croissance enregistrée en 2009, qui était l'année de la grande récession, puisque c'est l'un de ses noms, et qui avait suivi la crise financière globale. Nous nous attendons à ce qu'une reprise démarre, à vrai dire, elle a déjà commencé, mais que la croissance mondiale annuelle récupérera et croîtra de 5,1% en 2021, rattrapant partiellement les effets néfastes de l'arrêt complet de l'activité que nous avons observé ces derniers mois. Mais comme vous pouvez le voir sur la droite de cette diapositive, les prévisions de croissance des principales économies mondiales montrent bien qu'il y aura dans beaucoup de pays, notamment dans les pays développés, des chocs majeurs sur la croissance, avec, vous voyez, en Europe, des contractions du PIB supérieures à 10%, notamment en France, en Italie, en Espagne ou au Royaume-Uni. En Amérique du Nord également, une contraction du PIB de l'ordre de 5,6%. Mais ce qui est également intéressant de noter, c'est les reprises qui seront probablement moins fortes que les contractions enregistrées l'année précédente, ce qui suggère qu'à la fin de l'année 2021, les économies mondiales, beaucoup d'économies mondiales, seront encore plus petites qu'elles ne l'étaient à la fin de l'année 2019. Donc, c'est l'un des éléments clés de notre scénario, c'est qu'il y aura certes une reprise des taux de croissance relativement élevés l'année prochaine, mais qui représenteront surtout un effet de base après une année 2020 qui aura été très difficile. J'en prends également cette opportunité pour vous donner notre prévision pour le Canada qui n'est pas présentée ici, qui est de l'ordre d'une contraction de 6,1% en 2020 et d'une reprise de l'ordre de 4,5% en 2021. Si nous voulons passer au slide suivant, vous verrez nos prévisions de COFAS de défaillance d'entreprise. Ces prévisions de défaillance d'entreprise sont très liées au cycle économique et à ce titre, nous utilisons nos prévisions du PIB comme des inputs majeurs dans la définition de nos défaillances d'entreprise. Les résultats sont assez nets au niveau mondial, puisque dans la quasi-intégralité du monde et des pays du monde, nous observerons une hausse massive des faillites d'entreprises au cours des 18 prochains mois. Au niveau mondial, elles augmenteront d'environ un tiers, et ce mouvement sera mené notamment par l'Amérique du Nord et les États-Unis, avec une augmentation qui est prévue de 43% d'ici la fin de l'année 2021. Donc, pourquoi est-ce que nous présentons cette évolution entre la fin 2019 et la fin 2021? Je reviendrai dans quelques instants dans le détail sur les raisons qui nous poussent à faire cela, mais en quelques mots, les défaillances ont ralenti, des défaillances d'entreprises ont ralenti ces derniers mois pour plusieurs raisons, et le timing des faillites d'entreprises est plus incertain qu'à l'accoutumée, mais il ne fait, selon nous, pas de doute, compte tenu du choc sur les revenus et de la liquidité des entreprises, que la pression financière sur les entreprises poussera un grand nombre d'entre elles vers la faillite dans les prochains mois. Donc, vous le voyez, c'est assez significatif
aux États-Unis, mais également au Canada, où la prévision s'établit à une augmentation de plus de 14%, d'ici la fin de l'année 2021, ce qui interromprait une dynamique qui était largement baissière sur les 20 dernières années et qui n'avait que légèrement augmenté l'année dernière en 2019. En Europe également, ces augmentations de défaillance seront très substantielles, avec des augmentations de l'ordre de 20% dans la plupart des pays d'Europe. Il existe néanmoins des différences, puisqu'il existe des différences en termes d'élasticité, de la croissance envers les faillites d'entreprises. Ces différences peuvent également s'expliquer par des coûts de procédure différentes et tout simplement des cadres légaux différents qui peuvent expliquer des différences majeures et ce qui explique la variété de taux de croissance de ces défaillances d'entreprise que vous pouvez voir ici sous vos yeux. Si nous passons au slide suivant, vous verrez l'une des raisons majeures de cette augmentation des défaillances au niveau brutal. C'est évidemment l'arrêt brutal de l'activité qui a été provoqué par les mesures de confinement prises par des gouvernements dans l'ensemble du monde pour contenir l'épidémie et la pandémie de Covid-19. Vous pouvez voir avec ce graphique qui présente sur l'axe horizontal la rigueur moyenne du confinement, donc avec un score qui est attribué par l'Université d'Oxford de 0 à 1 en fonction de cette rigueur du confinement, avec 0 représentant l'absence totale de mesures de fermeture et 100 représentant une fermeture complète de l'économie. Sur l'axe vertical, il y a le résultat de la croissance du PIB au premier trimestre 2020. C'est le taux de croissance trimestriel, en glissement trimestriel, non annualisé, je précise. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a effectivement cet arrêt brutal de l'activité qui sera à l'origine de l'augmentation des défaillances est directement lié à cette période de confinement, puisque vous pouvez voir, il y a une corrélation relativement nette entre la rigueur du confinement et le résultat du PIB. Plus le confinement a été sévère, plus le PIB s'est contracté au premier trimestre 2020. Donc vous pouvez voir notamment sur ce graphique que les pays indiqués en doré, qui sont les pays asiatiques, sont plutôt sur la droite de ce graphique, puisqu'ils sont parmi ceux qui ont implémenté et mis en œuvre les mesures de confinement le plus tôt, ayant été touchés par la pandémie en premier, puisque ce virus est venu de Chine. Vous voyez par exemple que Hong Kong se trouve à l'extrême droite de ce graphique. On retrouve ensuite au milieu plus de pays européens qui, eux, ont été touchés en second lieu. Et sur la gauche, vous voyez en vert les USA et le Canada, qui, eux, sont entrés en confinement plutôt dans la seconde moitié de mars, et de manière un petit peu plus désordonnée, puisque c'était là plus des ordres provinciaux ou territoriaux au Canada ou étatiques aux États-Unis qui donnaient le là de ce confinement. Donc c'est pour cela qu'il se trouve plus sur la gauche. C'est ce qui explique notamment que le niveau de croissance au premier trimestre a été un peu moins négatif qu'ailleurs, qu'en Europe ou en Asie, aux États-Unis et au Canada. Ceci étant dit, la contraction de 2,1% du PIB au premier trimestre au Canada et de 1,3% aux États-Unis sont les pires résultats en glissement trimestriel depuis le quatrième trimestre 2008, au plus fort de la dernière grande récession. Et nous nous attendons, j'y reviendrai dans un instant, à une contraction bien plus forte au second trimestre dans ces deux pays, au moment où elles ont été le plus durement affectées par la fermeture de l'ensemble des commerces et industries. Mais tout d'abord, si nous pouvons passer au slide suivant, nous verrons effectivement ce que Benoît mentionnait dans son introduction, c'est l'impact différencié au niveau des secteurs.
Comme vous pouvez le voir dans ce graphique, nous avons estimé, grâce à nos modèles, l'impact sur la dette nette des entreprises et sur le chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2020, l'impact de ce choc de la fermeture Covid-19 par secteur. Donc, en se basant à la fois sur l'expérience des précédentes récessions et sur les résultats, les premiers résultats qui ont été publiés au premier trimestre. Comme Benoît l'indiquait, on retrouve donc dans la bulle orange les secteurs les plus affectés et les plus touchés par ce choc Covid-19. Et l'on y retrouve évidemment des secteurs qui étaient déjà en difficulté avant que la crise Covid-19 ne se déclare. Benoît a bien évidemment cité les secteurs textile, habillement et distribution, qui ont été parmi les plus durement touchés avec la fermeture de l'ensemble et d'une grande partie des commerces au niveau mondial et qui a évidemment provoqué une large baisse du chiffre d'affaires. Mais vous retrouvez également dans cette catégorie le secteur de l'énergie qui connaissait des difficultés, notamment en Amérique du Nord, avec des vagues de faillite assez importantes aux États-Unis, qui commençaient à augmenter dès l'année dernière, et au Canada, des retards dans les projets d'infrastructures énergétiques et des infrastructures et des goulets d'entrevanglement infrastructurels qui contraignaient la croissance du secteur. Le secteur des métaux, également en difficulté, notamment en raison des difficultés du secteur de l'automobile, qui lui était en difficulté, peinait en raison notamment des changements de préférence des consommateurs et de la régulation, des régulations environnementales plus dures qui touchaient le secteur. Et on voit qu'ils font partie des secteurs les plus durement touchés. Parmi ces secteurs également durement touchés, on retrouve, et là c'était un secteur qui était moins en difficulté avant la crise, le secteur des transports, qui est évidemment l'un des principaux perdants de cette crise Covid-19, avec l'interruption d'une bonne partie du trafic aérien et des volumes de trafic routier et maritime également très affectés. De l'autre côté du spectrum, nous retrouvons les secteurs de la télécommunication, de l'information et de la communication, le secteur de la pharmacie et de l'agroalimentaire, qui, c'est important de le signaler, malgré des impacts relativement forts en termes sur leurs revenus, puisque pour prendre l'exemple par exemple du secteur agri-food, malgré une demande accrue de la part des supermarchés pendant le confinement, ça n'a pas suffi à compenser les pertes occasionnées par la fermeture des restaurants, et les deux demandes ne sont pas parfaitement substituables. Donc il y a un impact moindre, mais qui est moindre, et cela est à signaler. Ils feront partie des secteurs qui, non seulement résistent mieux à la crise, mais qui sont également susceptibles de se relever plus rapidement du choc Covid-19. Dans la bulle verte, on retrouve le milieu de la meute avec les secteurs papier et bois. Le secteur bois, on retrouve là des différences par pays assez significatives. Et par exemple, côté Canada, le secteur bois était en difficulté avant la crise, notamment en raison des tensions commerciales, et fait face à de plus grandes difficultés que la moyenne au niveau mondial qui vous est présentée ici. Donc, ça me donne une transition vers notre scénario pour le Canada et les États-Unis, que vous verrez au slide suivant. Donc, tout d'abord, en regardant ce qui s'est passé pendant cette période de confinement, avec un impact massif et inédit. Donc, je vais mentionner les chiffres de croissance du premier trimestre qui ont été publiés et qui sont les pires contractions depuis le quatrième trimestre 2008. Mais vous pouvez voir ici, avec notre prévision de croissance en taux annualisé, cette fois-ci au deuxième trimestre 2020, que nous nous attendons à une contraction de l'activité sans précédent au deuxième trimestre, de l'ordre de plus de 30% aux États-Unis comme au Canada. Cela s'expliquera évidemment par l'arrêt de la plus grande partie des industries. Au Canada, que vous voyez représenté en rouge, les difficultés sont en partie amplifiées par son exposition, par l'exposition du pays au secteur pétrolier et des prix du pétrole
relativement bas qui ont réduit les volumes d'exportation, la valeur des exportations. Il convient également, c'est ainsi un impact majeur sur la consommation et la consommation privée qui explique ces fortes contractions, et les économies d'Amérique du Nord sont tirées principalement par cette consommation qui représente à peu près entre 160 et 70% du PIB aux États-Unis comme au Canada. L'un des éléments majeurs aussi et l'un des traits caractéristiques de cette crise en Amérique du Nord, c'est l'impact sur le marché du travail. Contrairement en Europe, où l'on a vu certes des pics de chômage, les taux de chômage aux États-Unis et au Canada ont augmenté dans des proportions bien plus importantes, avec, que ce soit aux États-Unis comme au Canada, des taux de chômage qui ont atteint des niveaux records depuis la Seconde Guerre mondiale et depuis qu'ils sont mesurés, tout simplement. Aux États-Unis, il a connu un pic à plus de 14,7% au mois d'avril, avant de légèrement se contracter au mois de mai. Au Canada, il a augmenté à 13% au mois d'avril, avant de continuer à augmenter au mois de mai à 13,7%. La différence de dynamique entre les États-Unis et le Canada s'explique par une période de confinement qui a été un peu plus longue au Canada, et notamment une grande partie de l'explication se trouve de l'augmentation du taux de chômage se trouve en Ontario, où le déconfinement n'a commencé qu'après la période de réalisation de l'enquête sur l'emploi. Donc ces taux de chômage très élevés vont continuer à mettre sous pression la croissance dans les prochains mois, puisqu'ils devraient appliquer une pression sur la consommation des ménages et éroder la confiance des ménages au second semestre 2020 et en 2021, expliquant notre scénario d'une reprise graduelle. Mais si nous pouvons passer au slide suivant, nous verrons les éléments de scénario sur la reprise qui a d'ores et déjà débuté. Vous le voyez avec cet indicateur de mobilité compilé par Google, qui est un indicateur de très haute fréquence, qui est compilé quasiment tous les jours et qui va jusqu'à la première quinzaine de juin. Et vous voyez qu'aux États-Unis comme au Canada, après s'être effondré très rapidement dans la seconde moitié de mars, puis avoir continué à naviguer dans des niveaux très faibles, la mobilité s'est mise à se reprendre à partir de la seconde moitié d'avril, à mesure que les mesures de confinement étaient relativement assouplies, un mouvement qui s'est amplifié à partir du mois de mai, et vous le voyez au Canada, notamment dans les lieux de commerce et de divertissement. Ce mouvement de reprise s'est même amplifié au mois de mai, avec notamment la réouverture en Québec et en Ontario de la plupart des lieux de commerce. Ce qu'il est néanmoins intéressant de noter, c'est que ce pourcentage de variation et le trafic dans ces lieux très importants d'activité de commerce reste très largement inférieur au niveau de référence, au niveau qu'il y avait l'année dernière à la même époque. Et vous le voyez, au Canada, le trafic reste inférieur à près de 30% dans les lieux de commerce, aux États-Unis de près de 20%. Et les mesures de distanciation sociale qui devraient continuer à avoir cours dans les prochains mois devraient continuer à limiter la reprise dans les prochains mois. Néanmoins, ce qu'il convient de signaler, et c'est ce que vous voyez dans la partie droite de ce graphique avec le PMI, donc un indicateur des directeurs d'achat, qui est un indicateur avancé de l'activité économique et qui a une corrélation assez forte avec la croissance du PIB, que dès le mois de mai, on a observé des rebonds assez forts dans de nombreuses catégories d'activité. Mais ces rebonds d'activité assez forts, ils sont à mettre en perspective avec les chocs sans précédent connus par de nombreux indicateurs au mois de mars et d'avril. Pour vous donner, donc vous voyez ici par exemple que l'indicateur PMI est tombé à un niveau qui est historiquement bas
de moins de 23, qui indique donc une contraction sans précédent de l'économie canadienne, et a rebondi très fortement, donc de plus de 16 points à 39 points d'indice. Cette évolution, elle est similaire également dans le secteur du retail, par exemple, où l'on a vu une forte contraction de plus de 15% au mois d'avril, et les données préliminaires indiquées par Statistique Canada indiquent une reprise de l'ordre de plus 15% au mois de mai. Excusez-moi. Et donc, ce que l'on observe, c'est certes une reprise, mais qui correspond à un effet de rattrapage. Et ce qu'il convient également de signaler, c'est que les niveaux d'activité restent inférieurs à ceux qui avaient cours avant le choc. Donc, c'est l'une des premières conclusions très importantes. Dans les prochains mois, nous verrons des indicateurs qui pourront être très positifs, et particulièrement dans les prochaines semaines, mais cela sera probablement dû à un effet de base après les mois de mars et d'avril qui ont été des chocs sans précédent. Les rattrapages de la demande frustrés pendant ces mois de mars et d'avril vont contribuer à un fort rebond dans un premier temps, mais dans un second temps, nous nous attendons à ce que cette reprise soit plus graduelle et que les niveaux d'activité restent relativement plus faibles à ceux qu'ils étaient avant la crise Covid-19, ce qui explique notamment qu'aux États-Unis comme au Canada, nous nous attendons à ce que le PIB soit inférieur en 2021 au niveau qu'il avait à la fin de l'année 2019. Si nous pouvons passer au slide suivant, plus spécifiquement sur le Canada, pour regarder justement cet impact très différencié de la fermeture et de la reprise. Donc, par secteur, déjà, ce choc différencié, où nous pouvons voir, donc j'ai mis ici en bleu ciel les secteurs de services, en vert les secteurs industriels, et en bleu foncé, vous voyez l'ensemble de l'économie. Et vous voyez avec cette évolution de l'emploi entre février et mai dans ces différents secteurs que l'essentiel de l'impact a été ressenti par des secteurs de services qui sont très largement exposés au contact et où le contact est nécessaire à la tenue de l'activité. Cela est évidemment très clair dans le secteur de l'hôtellerie et des services alimentaires, restaurants, cafés, bars. Évidemment, dans le secteur de la distribution, qu'elle soit de gros ou de détail, mais également dans tout ce qui est culture et divertissement, où évidemment la fermeture des cinémas et lieux de divertissement ont eu un impact majeur sur l'activité dans ces secteurs. Dans les secteurs industriels, on retrouve le secteur de la construction, évidemment. Le secteur manufacturier a été également très durement touché, mais légèrement moins que le total de l'économie, car certaines industries jugées essentielles sont restées ouvertes, notamment dans le secteur agroalimentaire et dans le secteur pharmaceutique, ce qui explique un impact un peu moindre. Au Canada, nous pouvons nous attendre à un impact particulièrement fort sur le secteur de la distribution dans les prochains mois, mais également nous nous attendons à un impact très fort sur le secteur de l'automobile, le secteur du bois et également le secteur pétrolier et gazier qui souffrira de l'évolution des prix du pétrole. Cette évolution différenciée de l'économie se retrouve également au niveau géographique, comme vous pouvez le voir sur la droite de ce graphique, puisque j'ai utilisé ici le même indicateur de rapport de mobilité dans les lieux de commerce et de divertissement, mais cette fois-ci au niveau provincial et territorial, pour mettre en évidence ces différences. Une différence déjà dans le choc, on peut voir notamment que le Québec, qui a été la région la plus durement touchée par la pandémie de Covid-19, c'est là que nous avons observé la plus grande effondrement de l'activité et le plus rapide.
Mais également, ce que l'on peut observer, c'est que la reprise y est un petit peu plus rapide que dans l'Ontario, qui a été touché un petit peu après par le Québec, par la pandémie. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête et qui continuera probablement de se ressentir dans les indicateurs des prochains mois et que vous verrez probablement dans vos résultats. C'est évidemment aussi à signaler, c'est une crise qui touche particulièrement durement les lieux d'activité. C'est pour cela que vous retrouvez parmi les provinces les plus touchées, essentiellement les provinces qui sont les plus peuplées, les plus densément peuplées. Il va sans dire que le Nunavut, par exemple, où la densité de population est très faible, a été beaucoup moins impacté par les fermetures que l'Ontario ou le Québec. La Colombie-Britannique, même si beaucoup moins touchée que les États de l'Est, est également durement touchée par cette crise. Ceci est pour le Canada. Aux États-Unis, si nous pouvons passer au slide suivant, je souhaiterais insister sur 2 points qui rendent la reprise très incertaine et peut-être plus incertaine qu'ailleurs dans le monde. Tout d'abord, c'est évidemment l'évolution de la situation sanitaire. Cela devient particulièrement clair ces derniers jours, mais nous observons dans de nombreux États américains une résurgence du nombre de cas de Covid-19. Il est à noter que cette résurgence, elle s'observe, vous la voyez sur la gauche de ce graphique, de cette diapositive, elle s'observe particulièrement dans les États du Sud, avec particulièrement le Texas, la Géorgie, l'Arizona, mais également à l'Ouest, avec notamment la Californie. Cela a un impact sur l'activité économique, puisque, et nous en avons eu la preuve ces derniers jours, cela va certainement retarder la réouverture de l'activité dans ces États. C'est donc la principale menace pour la reprise américaine. Certains États ayant réouvert très tôt, je pense notamment à la Floride et à la Géorgie, qui ont été parmi les premiers États à réouvrir, ouvrant dès le 30 avril, on voit le nombre de cas augmenter très rapidement, le nombre d'hospitalisations augmenter très rapidement, et où l'on verra certainement des mesures de confinement, peut-être moins généralisées, mais plus localisées, ralentir la reprise américaine. Donc, c'est un élément à avoir en tête pour les prochains mois qui ralentira cette reprise aux États-Unis. L'autre élément à prendre en compte, c'est, comme je l'ai dit, déjà signalé, c'est l'impact sur le marché du travail. L'Amérique du Nord a été très durement touchée, et les États-Unis en premier lieu, mais ce qui sera particulièrement intéressant à suivre dans les prochains mois, c'est l'impact, le niveau de chômage résiduel qu'il restera maintenant que l'économie est en train de repartir. Parce que si les pertes d'emplois temporaires sont en baisse, avec les employés qui ont été mis en chômage partiel ou en chômage temporaire pendant la période de fermeture retournent au travail, ce que l'on risque de voir, c'est ce que vous voyez à droite, plus de pertes d'emploi permanentes dans les prochains mois, puisque les niveaux d'activité, comme je l'ai déjà indiqué, risquent d'être un peu moins élevés, et cela ralentira d'autant plus la reprise aux États-Unis, puisque c'est une économie qui reste très largement tirée par la confiance des ménages, et une confiance des ménages érodée par un marché de l'emploi qui sera fragilisé par la crise Covid-19 ralentira le rythme de reprise aux États-Unis. Un autre élément qu'il faudra suivre au niveau de la reprise américaine et mondiale, à vrai dire, c'est ce que vous voyez au slide suivant. Ce sont les tensions commerciales. Les tensions commerciales, évidemment, entre la Chine et les États-Unis, c'était un sujet majeur avant la crise Covid-19. Ce sera un sujet majeur maintenant que les économies réouvrent. Nous avons vu des tensions augmenter, avec non seulement des menaces de barrières douanières supplémentaires sur les produits, entre produits chinois et états-uniens, mais également des menaces
de barrières douanières supplémentaires sur les produits européens, et également des menaces de sanctions sur les entreprises chinoises. Les barrières douanières pourraient également, pourquoi est-ce qu'on risque de voir une augmentation de ces tensions? L'administration Trump, à l'approche des élections, pourrait durcir le ton, notamment, car c'est ce que vous voyez à droite, l'accord de phase 1 qui avait été signé en début d'année et qui marquait une détente dans les relations sino-américaines et dans les relations commerciales, peine à être respecté par la Chine, notamment en raison de la crise Covid-19, certes, mais pas que. Et du coup, cela devrait justifier en partie un ton plus difficile et des tensions commerciales accrues dans les prochains mois qui impacteront les volumes commerciaux non seulement entre la Chine et les États-Unis, mais au niveau mondial. Cela-ci me donne une transition parfaite vers notre scénario pour la Chine, qui est une économie très importante pour les marchés nord-américains, qui a été le premier pays touché par cette crise et qui offre aussi un bon indicateur de l'évolution de la reprise. Comme vous pouvez le voir, l'économie s'est contractée au premier trimestre 2020 et c'était la première fois depuis la révolution culturelle il y a plus de 40 ans. Selon notre scénario de base, nous nous attendons certes à une reprise, mais en 2020, la croissance sera d'à peine 1% d'après le scénario de notre économiste Asie-Pacifique, ce qui est le niveau de croissance et de loin le plus faible depuis quasiment un demi-siècle en Chine. Donc une activité très largement impactée, et cela en grande partie parce que la reprise de l'activité n'est pas encore complète, et c'est aussi cela qui informe notre scénario de reprise qui sera graduel, c'est qu'il y a certes un fort rebond dans un premier temps après les mesures de confinement, mais comme vous le voyez, les ventes de détail et l'investissement qui est indiqué par cet indicateur Urban FRI pour Fixed Asset Investment sont encore à des niveaux très largement inférieurs au niveau observé l'année précédente. Pour finir, et ce sera mon dernier slide, je voulais également dire un mot sur l'Europe, où comme en Amérique du Nord, nous observons des niveaux d'activité qui seront et des volumes de PIB qui seront inférieurs à ceux qui avaient cours avant la crise, donc fin 2019. C'est ce que vous voyez sur le graphique de droite. Et néanmoins, et c'est l'un des messages clés que je tiens à faire passer aujourd'hui, on peut voir que malgré le choc Covid-19, et j'ai pris ici l'exemple français, le nombre de défaillances a été très largement inférieur au mois de mars et d'avril par rapport au niveau des défaillances d'entreprises que l'on observe habituellement. Pourquoi cela? En Europe, c'est essentiellement dû à des changements réglementaires sur les codes de défaillance d'entreprise qui ont permis aux entreprises d'attendre un petit peu avant de déclarer faillite. Néanmoins, cette baisse est un petit peu en trompe-l'œil et nous attendons à ce que, dans un second temps, ces défaillances d'entreprises augmentent très brutalement, notamment à la fin de l'été et en 2021, lorsque les mesures de soutien aux entreprises et les amendements temporaires au code des faillites expireront et prendront fin. Aux États-Unis et au Canada également, nous avons observé une baisse des faillites d'entreprises ces dernières semaines au niveau global, mais nous pouvons nous attendre à une hausse majeure des faillites d'entreprises, également des faillites individuelles aux États-Unis et au Canada, lorsque les mesures de soutien expireront. C'est avec ces mots-là que je souhaiterais conclure mon intervention, et je voudrais simplement rappeler les 3 messages clés que je souhaite faire passer aujourd'hui. Nous sommes face, avec ce Covid-19, à un choc d'une ampleur inédite qui laissera des traces, qui m'amène donc à mon second message, qui est celui d'une reprise qui sera certes là, et dans un premier temps assez rapide, mais qui dans un second temps sera beaucoup plus graduelle, et qui veut dire que pendant une grande partie de 2020 et de 2021, nous aurons des niveaux d'activité qui seront bien inférieurs
à ceux de 2019. Le troisième message, et il est de très grande importance pour les entreprises, c'est celui de la décorrélation entre l'évolution du cycle macroéconomique et celui au niveau microéconomique avec celui des faillites d'entreprise, puisque malgré la reprise que l'on observe dès ces mois de mai et de juin, nous devrions observer une augmentation des faillites d'entreprises en 2020 et en 2021 qui sera consécutive à cette crise Covid-19. Par ces quelques mots, je souhaiterais conclure donc cette présentation et ainsi ouvrir la section de questions-réponses. Merci beaucoup Ruben pour cette présentation qui est certes difficile à entendre, mais réaliste, et je pense que c'est ce dont on a besoin. Effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les soumettre via l'applicatif. Il y a une première question qui est: est-ce que la présentation d'aujourd'hui va être disponible en réécoute ultérieurement? Donc ça, je peux y répondre en vous disant oui, tout à fait. On va la mettre à disposition et on vous transmettra le lien pour que vous puissiez aller la consulter une fois la présentation terminée. Il y avait une deuxième question qui était est-ce que vous avez déterminé des types particuliers d'entreprises qui étaient plus à risque? C'est-à-dire, on envisage souvent les faillites au niveau des petites entreprises, mais on voit aussi apparaître des entreprises beaucoup plus structurées qui font signe de faiblesse ou qui se mettent tout simplement sous la protection. Comment est-ce que vous envisagez les prochains mois par rapport à ça? Alors, deux éléments. Effectivement, le choc Covid-19 touche en premier lieu et de manière beaucoup plus dure les PME, qui sont les petites et moyennes entreprises, qui sont très exposées, qui ont été très exposées au choc Covid-19 et sur laquelle la pression financière sera très forte dans les prochains mois. Donc, ils font partie évidemment des structures très vulnérables. Néanmoins, ce que l'on observe également, c'est que des entreprises plus grandes sont vulnérables. Et à ce titre, nous regardons donc plusieurs indicateurs, et notamment, nous regardons certains indicateurs de niveau d'endettement, parce que notamment si on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis et au Canada dans le secteur de la distribution, des grands noms de la distribution ont commencé une procédure de faillite au titre du chapitre 1, c'est-à-dire une procédure de restructuration, parce qu'ils avaient accumulé au cours de ces 10 dernières années des niveaux de dette très importants, et avec les échéances de paiement qui s'accumulent, on voit effectivement, on risque de voir ces entreprises qui se sont très fortement augmentées, qui se sont très fortement endettées, voir les difficultés s'accumuler. Et c'est un mouvement qui devrait être à peu près global, puisque lorsqu'on regarde au niveau global, les niveaux d'endettement des sociétés non financières est à des niveaux records. Alors certes, les taux d'intérêt sont plus bas, mais avec le choc sur les liquidités et sur les revenus qui a été connu ces derniers mois, et les échéances de paiement qui devraient revenir avec la réouverture de l'économie, on peut s'attendre à des difficultés financières majeures pour de nombreuses entreprises. Et en Amérique du Nord, j'ai cité le secteur de la distribution, on s'attend également à un impact majeur sur le secteur textile-habillement, secteur de l'automobile et secteur de l'énergie. Merci. Une autre question relative à la parité. Quelqu'un demande comment vous voyez la stratégie, notamment du Canada, pour encourager l'exportation. Est-ce qu'il va y avoir une réévaluation du dollar, ou comment vous voyez la monnaie par rapport au reste des monnaies fortes, notamment américaines et européennes? Alors, sur le dollar canadien, son cours reste évidemment vulnérable aux évolutions des cours du pétrole. Après avoir durement été touché depuis entre mars et fin mai
les difficultés, les prix du pétrole se sont aujourd'hui à peu près stabilisés à un niveau autour de 40 $. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, ça devrait, et ça a déjà commencé à soutenir un petit peu plus le dollar canadien, qui est d'ailleurs parmi les devises des pays, les devises fortes et les devises des pays développés, l'une des devises qui s'est le plus renforcée depuis 1 mois et demi par rapport au dollar US. L'autre élément, c'est qu'effectivement, le dollar canadien restera plus vulnérable puisque les volumes de transactions resteront déprimés dans les prochains mois avec une demande une demande agrégée au niveau mondial qui sera plus faible, des prix des commodités qui seront plus faibles également qu'en 2019 et des tensions commerciales qui continueront aussi à peser sur les échanges et sur les volumes commerciaux. Donc un dollar canadien qui devrait rester relativement stable dans les prochains mois grâce aux revenus pétroliers qui restent majeurs dans la fixation du prix et du prix du dollar canadien et dans la parité du dollar canadien, mais des vulnérabilités accrues du fait du choc sur les volumes commerciaux. Merci. J'ai une autre question. On me demande, existera-t-il des gagnants même parmi les secteurs les plus touchés? Évidemment, notre vision, cette vision est macroéconomique. Il existera certains secteurs qui bénéficieront de cette crise. Mais ce sont vraiment des secteurs très, très spécifiques. Pour prendre l'exemple de la distribution, évidemment, les opérateurs en ligne et les opérateurs et les distributeurs ayant été jugés essentiels font partie des gagnants. Donc, parmi ces distributeurs essentiels, on peut citer les distributeurs généralistes type Walmart, Target, etc., qui effectivement, eux, ont vu leur volume de vente augmenter au premier trimestre notamment. Les ventes en ligne ont explosé. Certaines catégories de produits ont connu, avec le confinement, des évolutions très positives. Je pense notamment au contenu de divertissement avec les plateformes de streaming, avec les jeux vidéo également, les jeux et jouets qui ont connu des évolutions positives. Donc, il y a des segments qui s'en sortiront mieux et qui seront gagnants, mais ils sont extrêmement minoritaires dans un paysage global où la plupart des secteurs ont été touchés par cette crise et continueront à en sentir les effets dans les prochains mois. Merci. Une autre question, peut-être pour Benoît, mais quelqu'un me demande, dans un secteur, dans un environnement aussi difficile, quelle sera la valeur stratégique de l'assurance crédit pour les entreprises? Allô? Oui. Oui. J'allais dire, aujourd'hui, plus que jamais, la value proposition de l'assurance crédit, j'allais dire, est évidente. Alors, par contre, c'est vrai que je me rappelle un de mes courtiers il y a quelques années qui m'avait dit: l'assurance crédit, c'est important de s'en soucier quand tout va bien, parce que c'est avant tout une solution qu'on envisage à long terme, et pour une simple bonne raison, parce que dans la période dans laquelle on est, voilà, tous les assureurs doivent prendre des décisions qui sont parfois difficiles, d'ajuster nos limites de crédit. Et donc, bien évidemment, ça crée des problèmes de capacité pour des nouveaux clients qui seraient intéressés de rejoindre un programme d'assurance crédit. Donc, de manière générale, je dirais que la période est tout à fait favorable. Maintenant, on va se poser la question de la capacité. Je crois que notre rôle, c'est tout d'abord d'assurer un haut niveau de service et de garder la capacité qu'on a disponible pour nos clients. Voilà, il y a une sélection sur les nouveaux entrants, puisque
voilà, on est extrêmement sélectif sur un certain nombre de secteurs. On les a évoqués aujourd'hui, où voilà, face à l'incertitude et à des secteurs qui vont être très compliqués à gérer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, se pose la question de la capacité. Maintenant, voilà, chaque dossier est analysé un par un et avec la plus grande attention. Et bien évidemment, si on est en capacité d'apporter une solution, on le fait bien volontiers. Merci Benoît. Pour respecter le temps, je vais peut-être prendre une dernière question. On en avait encore d'autres. Sachez qu'on vous y répondra par la suite. La dernière question, avec excusez-moi, avec la situation actuelle, est-ce que vous prévoyez un impact sur les comptes de paiement globaux des entreprises? Alors, il y a eu un petit peu de coupure, mais c'est sur les termes de paiement. Effectivement, oui, exact. Alors effectivement, nous avons publié pour plusieurs pays depuis le début de l'année ce que nous appelons des enquêtes de paiement. Nous interrogeons directement des entreprises pour les interroger. Effectivement, en période de crise, nous nous attendons à un allongement des délais de paiement et des incidents de non-paiement. Donc c'est effectivement quelque chose qui est à prévoir dans les prochains mois. Et les résultats de nos enquêtes en Chine, en Asie, aux Pays-Bas, en Pologne le démontrent. Et ce sera probablement un mouvement généralisé dans le monde entier. Ok, ben, merci beaucoup. Je pense qu'on va respecter le temps imparti pour ce premier webinaire. C'était très intéressant, très riche en informations. Je pense que le fait de pouvoir reprendre cette présentation, je dirais à tête reposée, en réécoutant bien, permettra de comprendre toutes les mécaniques qu'il y a derrière tout ça. Merci beaucoup Ruben pour ta présentation. Merci beaucoup Benoît pour ton introduction. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Et on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous envoyer un feedback pour qu'on puisse, le cas échéant, améliorer le contenu ou le format. Et il nous fera plaisir de vous représenter un webinaire très bientôt avec des informations actualisées. Merci à tous. Très bon après-midi. Au revoir, à bientôt.